C'est un moment solennel. Bonjour tout le monde. Mon nom est Simon-Pierre Savard-Tremblay. Je suis député de Saint-Hyacinthe-Bagotte et porte-parole du Bloc québécois en aérospatiale. On est là aujourd'hui en compagnie de M. Guillaume Valois de l'Association internationale des travailleurs et des machinistes, des travailleurs et travailleuses de l'aérospatiale. M. Renaud Plante d'Unifor, de même que ma collègue Christine Normandin, députée de Saint-Jean et porte-parole du Bloc québécois en défense nationale. On est ici parce qu'il y a une décision qui se fait attendre et est éminemment inquiétante. Faisons un peu le tour, revenons un petit peu en arrière si vous le voulez bien. C'est une histoire qui commence en février 2022, à l'époque où Ottawa annonce vouloir remplacer des appareils qui sont vieillissants pour un contrat de 9 milliards. Une demande d'information avait été envoyée, l'industrie avait été contactée, où on laissait entendre qu'il y aurait un appel d'offres en vue d'un remplacement pour 2032. Plusieurs compagnies ont répondu présent. Mais on impliquait dedans que la demande d'information n'était pas obligatoire, mais on avisait néanmoins qu'il y aurait probablement un appel d'offres et que ça pourrait venir plus tard. Plusieurs compagnies ont répondu présent. Plusieurs ont mis sur la table des offres qui étaient censées, dont des fleurons du Québec. Je pense notamment à Bombardier, qui ont fait savoir que c'était une offre qui se tenait tout à fait. Puis Bombardier, précisons-le, n'est pas un petit joueur à l'échelle mondiale, n'est pas un joueur qui n'a pas l'habitude d'avoir des contrats en matière de défense avec de nombreux pays, puis pas les derniers venus non plus, là, des joueurs d'envergure en matière de défense, et à chaque fois, on l'a fait selon les délais qui étaient prescrits, à chaque fois. Est-ce que l'offre de Bombardier qui disait on a un avion qui est fonctionnel, on va le moderniser, on a un avion qui est éco-responsable aussi, est-ce que c'est la meilleure offre? Je ne le sais pas. Par contre, il faut qu'il puisse compétitionner. C'est un non-sens d'apprendre par la suite, comme ça a été le cas, d'apprendre que le contrat sera offert de gré à gré à la compagnie américaine Boeing, sans que les autres offres puissent être même mises sur la table, puissent être comparées. Ça n'a pas de sens. Nous appelons donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a un appel d'offres ouvert pour ne pas exclure l'expertise québécoise qui est mondialement reconnue? Rappelons-le, l'aérospatiale est un fleuron au Québec. Le regretté Jean Lapierre aimait dire que l'aérospatiale était pour le Québec, ce que l'automobile était pour l'Ontario. Il faut que notre grappe, qui est le troisième pôle le plus important au monde après Seattle, après Toulouse, un des 3 endroits au monde où on peut assembler un avion de A à Z, puisse être préservé et donc que nos fleurons puissent soumissionner, puissent compétitionner. Je laisserai maintenant la parole à M. Valois de l'AIMTA. Merci beaucoup, Simon-Pierre. Bonjour. Guillaume Valois, syndicat des machinistes. Il faut voir un contrat d'approvisionnement gouvernemental un peu comme un investissement. Si un gouvernement choisit de s'approvisionner à l'étranger, donc c'est d'emblée qu'il choisit d'investir à l'étranger. S'il choisit de ne pas procéder à un appel d'offres, c'est qu'il permet au fournisseur de fixer son prix plutôt que de miser sur un processus concurrentiel puis d'influencer les conditions d'acquisition. Il choisit volontairement de limiter sa capacité à stimuler son économie et à aller chercher des revenus en taxes et en impôts, ce qui lui permettrait de financer ses programmes. Dans le secteur de la défense, présentement, avec l'instabilité qu'on connaît là, au niveau géopolitique, à l'international, c'est une situation qui est extrêmement tendue. Et puis, ça a une grosse pression sur la demande dans le secteur de la défense. Aux États-Unis, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire, même ils remettent eux-mêmes leur propre capacité à produire pour leur marché intérieur et puis approvisionner leurs clients. Nous, ce que ça nous fait dire, c'est que c'est une opportunité pour nous, puisque en développant notre propre produit, ben, on développe nos capacités, notre autonomie, puis en même temps, on s'ouvre des portes pour pouvoir devenir des partenaires. On va pouvoir travailler plus efficacement avec nos alliés, on va pouvoir développer nos propres capacités. Puis je pense que c'est pas nécessairement une bonne idée de se fier toujours sur les autres pour nous approvisionner. Dans le secteur aérospatial, nous sommes déjà reconnus mondialement pour notre savoir-faire, pour nos capacités, pour nos connaissances. Pourquoi ne pas miser sur nous-mêmes plutôt que d'attendre que les autres fassent le travail pour nous? Je pense que aussi concernant les délais de production, je sais que ça a été soulevé un peu comme un argument. Il fallait que ça sorte rapidement, il fallait pouvoir avoir un appareil prêt à être opérationnel
Je pense, moi, plutôt qu'il faut prendre le temps de bien choisir parce que ça va nous rapporter plus tard. General Dynamics a complété la mise à niveau du CP140. Il va déjà pouvoir voler au-delà de 2030. Il n'y a pas vraiment d'urgence en ce moment de choisir un avion qui est en service depuis une vingtaine d'années, puis qui reste plus ou moins 15 ans de vie utile avant d'être remplacé. Pourquoi ne pas prendre la chance de choisir un avion qui pourrait devenir le successeur du P-8 plutôt que d'acheter un avion qui est en fin de vie? Justement, des arguments en faveur du contrat de gré à gré à Boeing est de choisir le même appareil que nos alliés. Mais cet argument ne tient pas vraiment la route, parce que le dernier appareil, la dernière appareil de patrouille maritime que le Canada recevrait, ce sera en 2038. Les Américains prévoient commencer à retirer le P-8 à partir de 2048. Sur une durée de vie d'environ 30 ans, ça fera en sorte qu'on aurait pendant une dizaine d'années, à peu près, on aurait le même appareil que les Américains pendant une dizaine d'années. Donc, je crois que cet argument-là ne tient pas la route. S'il peut sembler moins cher à l'achat, le P-8 sera dispendieux à opérer. Le moteur, le CFM 56-7B, c'est un très bon moteur, là, mais sa conception remonte aux années 86. Et puis, il est consomme extrêmement d'essence. C'est un gros avion. C'est beaucoup plus gros que le Global 6500. Sa consommation de carburant risque de peser lourd sur les coûts d'opération comparativement à un avion qui est très efficace puis peu énergivore comme le Global. En conclusion, un contrat d'approvisionnement a un effet multiplicateur. Et cet effet, on gagne tous à le provoquer chez nous, avec des entreprises qui sont actives et qui développent des projets ici. Déclarer un vainqueur par défaut, ce n'est pas ce que j'appellerais une saine compétition. Quand tu as une entreprise sur ton territoire dont la qualité des produits est reconnue mondialement et qu'elle veut soumissionner pour un contrat public, la moindre des choses à faire, c'est de lui laisser la chance de se faire valoir. Bombardier revendique le droit de soumissionner pour le contrat depuis près d'1 an avec le Global, un appareil en grande partie assemblé en Ontario et au Québec. Les États-Unis et la Suède utilisent déjà des appareils du programme Global à des fins militaires. Ce serait la moindre des choses d'évaluer sérieusement leurs propositions. Le contrat pour le remplacement des CP140 canadiens représente une opportunité unique de sécuriser, de créer de bons emplois, de dynamiser et de diversifier notre écosystème aérospatial et de générer de la richesse pour les décennies à venir. C'est aussi une opportunité de développer les technologies et les talents de demain. Les travailleurs et travailleuses de l'aérospatiale ont bâti la renommée de notre industrie sur la scène internationale et nous avons la capacité et la volonté de compétitionner sur ce contrat. Merci. Je vais inviter maintenant M. Plante de Unifor. Bonjour tout le monde, Renaud Plante de chez Unifor. Je suis accompagné d'Éric Titley, qui est coordonnateur de l'aérospatiale chez Unifor, et de Bruno Audet, qui est, entre autres, le président de l'unité 62 chez Bombardier. Unifor, c'est 315 000 membres au Canada, 55 000 au Québec, mais c'est aussi plus de 11 000 membres dans l'industrie aérospatiale, dans 23 milieux de travail, avec 30 unités d'accréditation. Au Québec seulement, c'est plus de 6 000 membres dans l'aérospatiale. On représente des gens autant chez Bombardier, chez Boeing, que chez d'autres fournisseurs en aérospatiale. On vient ici pour vous dire qu'on appelle le gouvernement fédéral à s'en tenir à son engagement initial avec un processus d'appel d'offres ouvert. Bien qu'ait initialement ciblé un processus d'appel d'offres ouvert, le gouvernement fédéral a émis au printemps une déclaration indiquant que l'appareil P-8 Poseidon de Boeing était probablement le seul qui répondait à ces critères et qu'il laissait tomber, ou en tout cas qu'il avait l'intention de laisser tomber tout le processus d'appel d'offres ouvert pour se diriger vers un fournisseur unique. En tant que syndicat des travailleuses et travailleurs de Canadiens de l'aérospatiale, nous demandons au gouvernement fédéral de respecter son engagement initial en permettant à l'industrie canadienne de l'aérospatiale de participer au processus d'appel d'offres ouvert dans le cadre du projet d'aéronef multimission. En attribuant le contrat à un fournisseur unique sans sonder l'ensemble des capacités de l'industrie canadienne de l'aérospatiale, le gouvernement canadien nuirait grandement aux travailleuses et aux travailleurs de l'industrie au Québec, au Canada et dans la population canadienne en général. La politique des retombées industrielles et technologiques du Canada a été mise en œuvre pour que l'approvisionnement de la Défense nationale et de la garde côtière maximise les avantages des dépenses publiques pour les travailleuses et les travailleurs des communautés du Canada en offrant des bons emplois et en offrant des possibilités de croissance économique à l'industrie.
L'attribution d'un contrat à un fournisseur unique d'un aéronef multimission ne permet pas de maximiser les résultats découlant de cette politique. Le processus actuel ne permet pas d'évaluer les fournisseurs canadiens de l'aérospatiale. Le gouvernement se prive de la connaissance des retombées potentielles des différents projets en se jetant tête baissée dans un projet à fournisseur unique. Il s'empêche également d'évaluer les potentielles retombées structurantes pour l'industrie canadienne du développement de nouvelles plateformes canadiennes. Il est paradoxal pour nous d'apprendre la semaine dernière que la corporation commerciale canadienne s'allie avec Bombardier et avec General Dynamics pour faire la promotion à l'étranger d'un nouvel avion multimission, le même avion que le gouvernement fédéral en ce moment refuse d'évaluer par un appel d'offres public. L'industrie aérospatiale est un pilier important de l'économie canadienne et de l'économie québécoise, mais elle se bat souvent à armes inégales. Ses concurrents sont financés à hauteur de centaines de milliards de dollars par des investissements militaires qui leur permettent après de faire des transferts technologiques vers les avions civils et publics. Le gouvernement canadien, dans ce cas-ci, semble vouloir se contenter d'être un seul client plutôt qu'un acteur structurant de son économie. Unifor joint sa voix à tous les acteurs qui demandent au gouvernement de permettre une réelle évaluation des options disponibles en y allant d'un appel d'offres public. Nous ne prenons pas parti pour un projet ou pour un autre, mais nous croyons qu'il est insensé que le gouvernement canadien dépense près de 9 milliards de dollars de l'argent des contribuables sans passer par un processus d'appel d'offres ouvert qui permettrait à sa propre industrie de compétitionner sur l'enjeu. Je vous remercie. Merci, messieurs les représentants des syndicats des travailleurs et qui œuvrent dans le milieu. Je pense que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la décision doit se prendre de manière éclairée. Pour se prendre de manière éclairée, il faut avoir l'ensemble des offres sur la table, les étudier comme il faut, et pas seulement se baser sur un rapport qui a été produit par une firme américaine, rapport que nous n'avons jamais vu, je le précise, auquel nous n'avons pas eu accès, un rapport fait par une firme américaine qui, sans surprise, dit qu'il faut aller vers la compagnie américaine, et une firme qui n'a même pas consulté les autres industries qui avaient pourtant répondu à la demande initiale d'information. Il n'est pas rare de voir dans certains pays un contournement des appels d'offres, mais c'est généralement puis c'est même prévu dans les accords de libre-échange qu'il y a une exception, c'est généralement pour avantager une compagnie nationale. C'est rare qu'on voit un tel protectionnisme inversé. Pour clore maintenant, je passe la parole à ma collègue, la dernière mais non la moindre, Mme Christine Normandin. Alors, bonjour. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est l'aboutissement de ce qui s'est passé pendant plusieurs semaines, à savoir une addition de voix qui milite en faveur de la tenue d'un appel d'offres pour le remplacement de l'avion multimission. Et c'est quelque chose qu'on a également vu le 9 novembre dernier au Comité de la Défense. L'ensemble des partis se sont entendus pour réclamer du gouvernement que le remplacement des avions multimission passe par un appel d'offres formel. Il découle de ça l'importance, d'une part, que la Défense puisse bien établir quels sont ses besoins et ses demandes pour qu'il soit bien connu de l'industrie qui pourra par la suite répondre au meilleur de ses connaissances à ces besoins-là, ce qui permettra au gouvernement de faire le choix le plus éclairé ultimement. On l'a entendu un peu avant moi, il y a quand même quelques drapeaux rouges qui ont été levés au cours des derniers mois quant à un contrat donné de gré à gré à Boeing. On a parlé du fait que le P8 est en fin de vie potentiellement. On a parlé de la firme aussi qui a évalué les besoins sans retourner voir les autres membres de l'industrie qui avaient déjà soumis des réponses à des demandes de renseignements. Donc, présentement, on n'a pas un portrait adéquat de la capacité du marché à répondre aux besoins de la Défense, d'où l'importance de tenir un appel d'offres. Et on l'a réitéré à plusieurs reprises, le fleuron québécois Bombardier, ce qu'il demande, ce n'est pas la charité. Il demande de pouvoir compétitionner, tout simplement, ce qui s'inscrit parfaitement dans un processus transparent, juste de réponse à des besoins pour le milieu militaire. Donc, nos voix s'additionnent, vous le voyez avec la présence aujourd'hui de membres de l'industrie. Ça s'est fait au Comité de la Défense également de façon unanime. Il y a eu une demande pour un appel d'offres. Notre but n'est pas de jouer aux apprentis sorciers, de dire nous-mêmes qui sera le meilleur concurrent ultimement, c'est surtout de pouvoir laisser la chance à tout
un chacun de compétitionner. Question que le gouvernement s'assure de bien utiliser l'argent des contribuables afin d'offrir à la Défense nationale le meilleur produit et que les 9 milliards qui sont prévus pour le remplacement de l'avion multimission ne soient pas donnés de gré à gré, mais qu'on laisse une réelle chance à l'industrie de compétitionner et de bien répondre aux besoins de la Défense nationale. Avez-vous eu des échos du gouvernement depuis le passage de Bombardier récemment à Ottawa? Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que vous avez vu une ouverture? Écoutez, ce qu'on a vu depuis, si on parle du témoignage de Bombardier, notamment au Comité de la Défense nationale il y a quelques semaines, la seule chose qu'on a pu percevoir depuis, c'est qu'il y a eu l'adoption de cette motion au Comité de la Défense nationale en faveur d'un appel d'offres ouvert. Précisons-le, ce n'est pas rien. Et la semaine dernière, vendredi dernier, j'ai posé des questions au gouvernement sur cette question. Et la réponse a été, cette fois-ci, que la décision n'était pas prise. Avant, quand je posais la question, on me répondait tout simplement que c'est une industrie bien importante. On se contentait d'y aller avec des phrases creuses et vagues de la sorte. Là, on nous a répondu que la décision n'était pas prise. Ce n'est pas plus clair, mais ça l'est peut-être. Ça nous enligne dans un autre niveau de non-clarté que celle qu'on avait avant. C'est qu'au moins, on affirme que la décision n'est pas prise. Pour l'industrie ou pour les syndicats, ça représente quoi, ce contrat-là? Ça représenterait quoi pour les travailleurs? Bien, pour nous, on a 111 membres présentement chez Airbus Atlantique Canada. L'usine est basée à Mirabel. Ces gens-là fabriquent le tronçon central du Global. Évidemment, là, nos membres chez Bombardier pourraient également bénéficier. Je crois que c'est un peu la même chose du côté d'Unifor. Il faut comprendre aussi que c'est de la sécurité d'emploi qu'on peut aller chercher avec ça. Le secteur de la défense, ça rend le secteur aérospatial vraiment plus résilient. On l'a vu avec la COVID, c'était quand même assez sévère là, comme crise qui a touché le secteur aérospatial, mais les écosystèmes qui pouvaient bénéficier d'un fort secteur de la défense s'en sont mieux tirés. Là. Il y a probablement eu moins de mise à pied, puis tout ça. Oui. Avez-vous sollicité le NPD peut-être pour aussi... c'est quoi leur position là-dessus? Je veux dire, vous ne pouvez pas parler pour eux, mais est-ce qu'il y a d'autres partis qui ont tendu la main pour faire cette démarche-là à Ottawa avec vous? Je vous laisserai leur poser la question. Je peux juste répondre à votre question. En fait, l'appel d'offres va être la chose pour nous permettre d'évaluer justement c'est quoi ces retombées-là. En ce moment, on ne sait pas ce qui se passe dans les projets parce que c'est de l'information qui est relativement fermée et qui n'est pas disponible. Donc, on ne connaît pas les réelles retombées d'un projet, ni du côté de Bombardier, ni du côté de Boeing. Pour Unifor, on représente des membres des deux côtés. Donc, en ce moment, on ne veut pas prendre position pour un projet. Et ce qu'on se dit, c'est qu'on se prive d'énormément d'informations en n'allant pas vers un appel d'offres public, justement sur ces retombées-là possibles dans l'économie, dans tout l'écosphère du système aérospatial canadien. Donc, aujourd'hui, on n'est pas capable de dire quel projet aurait le meilleur impact sur l'économie et sur l'industrie canadienne parce qu'on n'a simplement pas un étalon de mesure qui nous permet de comparer ces deux projets-là. Est-ce que vous avez un échéancier souhaité peut-être pour la réponse? Est-ce qu'il faudrait une réponse, disons, avant le temps des fêtes? Parce que c'est très vague tout ça, le gouvernement ne dit pas exactement quand est-ce que la décision va être prise, on ne le sait pas encore. En fait, c'est ça, c'est parti d'un... On va avoir éventuellement un appel d'offres. Après ça, la décision est prise. La décision n'est pas tout à fait prise. Fait qu'on nage dans le flou en ce moment. Est-ce qu'on a besoin d'un échéancier précis? Non. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on retarde l'appel d'offres, bien, on retarde aussi la capacité pour les deux éventuels, ou en fait, l'ensemble des éventuels soumissionnaires, de mettre sur pied, de mettre sur place vraiment un projet qui est bien ficelé. Et après ça, on va nous dire que les avions doivent être remplacés le plus rapidement possible. Donc, on a une seule option qui est disponible à ce moment-là. Donc, oui, on a besoin d'un alignement et d'une réponse le plus rapidement possible de la part du gouvernement. OK. Merci. Merci. Merci.